Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce vendredi 7 novembre, onde détection des espoirs, concert pour le don de moelle osseuse, radioactivité et santé chez le dentiste. Comme chaque année, une détection des jeunes espoirs s'organise dans les clubs de handball pour former l'équipe des Landes. Découvrez comment s'effectue cette sélection. C'est dans la salle omnisport Nelson Payou de Cabreton que se préparent les espoirs landais de handball. Âgés de 13 ans, ils ont été repérés pour être testés lors de ce week-end de stage. On a une opération de détection pendant au mois de septembre sur un tournoi. On organise un tournoi où on a à peu près 96 filles et une centaine de garçons. Et sur ce nombre de garçons et de filles, on sélectionne à peu près une vingtaine de garçons, une vingtaine de filles, pareil, pour participer au stage de la Toussaint sur 2 jours. Là, on affine la sélection à 14 pour faire l'équipe des Landes, féminine et masculine, qui participera au TID. TID, c'est tournoi interdépartemental entre la Dordogne et le Lot-et-Garonne, qui aura lieu le 11 novembre. Tout ça en préparation au premier tour des intercomités qui sont nationaux. On sélectionne 2 années d'âge, c'est-à-dire dans les Landes, donc même en Aquitaine, c'est des moins de 15 filles et garçons, première année, et moins de 13 filles et garçons, deuxième année. C'est-à-dire l'année 2001 et 2002. C'est en charnière sur 2 années. On travaille sur des situations bien spécifiques, ou de défense, ou d'attaque, de motricité. En fonction des capacités des joueuses et du jeu qu'on veut produire, on sélectionne une joueuse qui ira vite et qui sera bonne en défense, plutôt qu'une joueuse qui sera grande et pas rapide. Ça dépend du projet de jeu. Le projet de jeu dans les Landes pour les garçons et les filles, c'est des grosses défenses et montées de balles rapides. Donc on cherche des joueurs qui soient très forts en défense et très rapides sur la montée de balle. Voilà. Et on va garder 14 filles et 14 garçons. Et là aujourd'hui elles sont les filles 18 et les garçons 18. On va enlever 4 garçons et 4 filles qu'on garde après tous, on les garde toute l'année sur des stages de sélection. Tous les mois on les réunit et on retrouve les 18 qu'on avait au début. Ces week-ends de stage sont l'occasion de créer du lien dans ces équipes naissantes. Oui, j'en connais quelques-uns, mais après on fait connaissance. Enfin, on a eu déjà un stage il y a 3 semaines, un truc comme ça, et du coup on a fait connaissance déjà, on se connaît un peu. Bien, c'était bien. On a appris beaucoup de choses, c'était bien. On a fait tous connaissance. Sur 2 jours, c'est un peu la colo, puisqu'on est logé à la Chaumière à Cabreton. C'est vrai qu'à chaque fois, c'est un peu la fête. Et puis ça permet de réunir tout le monde et de former des groupes. Parce qu'après, si on part sur 2 jours, je ne sais pas, le plus loin qu'on a pu aller, c'est Poitiers ou Montauban. Donc si on part 2 jours, il faut qu'on ait un groupe. Il ne faut pas que les gens se perdent, se dissocient. Il faut que les jeunes restent hyper solidaires. Parce que c'est collectif, en équipe, il y a toujours du contact et après c'est un moyen d'apprendre, de connaître des gens. Pour les garçons, je trouve qu'ils attaquent plus, ils vont directement au but. Ils vont... Plus de contact. Et voilà. Filles ou garçons, ces sélections sont prometteuses. Là, ça fait quelques années où on a un peu de résultats, on va dans des tours assez intéressants. On arrive à battre des comités qui ont 2 fois plus de licenciés que nous. Ça veut dire qu'au niveau du travail que font les clubs et les animateurs dans les clubs, il est très bien fait et on produit des jeunes handballeurs qui sont de qualité. Le jour des intercomités ou du tournoi interdépartemental, il y a les sélectionneurs de la ligue, c'est-à-dire de la région, qui sont là et qui vont détecter les meilleurs pour aller dans l'équipe de ligue. Et c'est des détections qui se font comme ça jusqu'à la détection finale pour l'équipe de France. Si ça se trouve, là, aujourd'hui, dans les Landes, il y en a un qui, dans 5 ans, sera en équipe de France. Jeune, allez savoir. Pour fêter ses 10 ans d'existence, l'association Axe Brass organise un concert à l'Atrium de Dax au bénéfice de Capucine. Capucine, c'est une association qui œuvre pour le don de moelle osseuse. Explication. Après avoir renforcé son équipe de musiciens, Axe Brass offrait un répertoire éclectique aux spectateurs de l'Atrium. Aujourd'hui, on est très content de jouer à l'Atrium parce que au point de vue auditif, c'est une qualité pour le spectateur, pour l'auditeur, c'est quelque chose de plus intéressant parce qu'ils vont entendre beaucoup plus les nuances que lorsqu'on joue en extérieur.
Le groupe Axbras fait une prestation pour fêter son 10e anniversaire et en a profité pour aider une œuvre caritative qui s'appelle Capucine. Voilà. Donc plutôt que de faire des entrées payantes en notre faveur, nous préférons aider cette association. L'association elle existe depuis 1989, si je ne me trompe pas. Et parce qu'il y a une petite fille qui s'appelait Capucine et qui était malade et qui a eu une leucémie. Et donc autour d'elle, les amis, la famille ont cherché comment aider. Et ils se sont rendus compte qu'il était très difficile d'avoir des donneurs de moelle osseuse à cause de la compatibilité qui est très compliquée. Bon, déjà, il faut être inscrit sur un fichier de donneur de moelle. Donc ça faisait très longtemps que j'y étais, ça fait plus de 20 ans. Et après, on vous appelle. Quand il y a un malade qui est compatible, on vous appelle, on vous demande si vous êtes toujours d'accord pour donner votre moelle. Et il y a 2 ou 3 examens à faire, un examen sanguin, après 2 ou 3 examens complémentaires. Et après, on donne notre moelle, c'est assez rapide. Moi, j'ai été prélevé dans l'os de la hanche, voilà, des 2 côtés. Voilà. C'est une obligation quand on prélève sur un donneur depuis 50 ans. Et après, je n'ai absolument pas souffert au réveil, c'est vraiment un très grand confort, quoi. Et c'est vraiment une très très grande expérience. C'est la seule possibilité à un malade de guérir, quoi, le don de moelle. Donc vous redonnez quand même la vie à quelqu'un, c'est très très important. Ce concert est une belle action dont les fonds récoltés serviront à la recherche pour trouver des solutions au rejet de greffe et en profiter pour sensibiliser les spectateurs. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de messieurs, parce que les dames, bon, certes, elles peuvent donner de leur moelle osseuse, mais lorsqu'elles ont eu des enfants, il y a des petites variations hormonales qui font que la prise de greffe est plus difficile. Tandis qu'avec les messieurs, il n'y a pas ce souci. L'association Capucine continue de se faire connaître en collaborant comme ce soir-là avec l'ensemble de Cuivre. Un moment de sensibilisation et de convivialité. La radiographie est également largement présente dans les cabinets des dentistes. Dans notre magazine santé de ce jour, le docteur Céline Gaucher nous en dévoile les différents procédés. Aujourd'hui, il n'est pas rare qu'une visite chez le dentiste s'accompagne de radiographie, des examens devenus des compléments essentiels de la médecine dentaire. Mais à quoi sert précisément l'imagerie médicale chez le chirurgien dentiste? Les explications du docteur Céline Gaucher. Chez le dentiste, l'imagerie médicale ou radiologie a 2 grands champs d'intérêt pour nous. La première chose, c'est le diagnostic, donc pour expliquer au patient et affiner notre avis sur sa maladie ou les maladies qu'il peut présenter. Et la deuxième chose, c'est que ça va nous aider à confirmer un choix de thérapeutique, c'est-à-dire de quelle façon on va orienter nos soins, quelles sont les techniques qu'on va employer pour soigner la maladie que l'on a au préalable diagnostiquée. Donc Monsieur Hassan, on a fini le cliché panoramique. Donc pour préciser un petit peu l'évolution de vos lésions carieuses, on va faire donc le cliché rétrocoronaire. Il y a 2 grands types de radios qu'on peut employer dans les cabinets dentaires ou en cabinet de radiologie. Les radios de première intention sont les examens les plus simples qu'on va prescrire au tout départ aux patients, que ce soit à visée diagnostique ou à visée thérapeutique. Dans ces radios de première intention, on a le cliché qui va reprendre une vision globale de la bouche, qu'on appelle le cliché panoramique. On voit toutes les dents du patient, un petit peu des structures osseuses aux alentours, etc. Et dans un deuxième temps, pour affiner une vision sur 1 ou 2 dents ou sur un petit groupe de dents, on va utiliser ce qu'on appelle des clichés rétro-alvéolaires ou rétro-coronaires, sans rentrer dans le détail. Restez bien croqués. Pour aller un petit peu plus loin dans la précision diagnostique ou dans la démarche thérapeutique, on utilise des techniques qui s'apparentent au scanner, que le public connaît bien sous ce nom-là maintenant, et qu'on appelle, nous, dans le champ de la dentisterie, le Cone Beam CT. C'est une technique qui apporte une meilleure résolution pour un champ d'exposition inférieur au scanner, ce qui est très intéressant pour le patient. Le Cone Beam CT est une technique qui est dérivée du scanner conventionnel, donc une imagerie en 3 dimensions, qui nous donne accès à la 3e dimension, avec comme avantage par rapport au scanner conventionnel qu'on a optimisé la résolution, donc on a des images de résolution équivalente, voire même supérieure pour les dernières générations d'appareils au scanner, et pour une exposition pour le patient qui est inférieure à ce qu'il subissait avec un examen scanner conventionnel.
Pour le docteur Céline Gaucher, cette révolution technologique est aussi très avantageuse pour le patient. Le CONBIM est beaucoup plus avantageux pour nos patients pour deux aspects. La première, c'est l'exposition, puisque pour ces clichés qui nous donnent accès à des images 3D, on va exposer moins le patient que pour un scanner tel qu'on l'entend habituellement. Et pour le praticien et donc pour le patient, on va avoir un diagnostic qui est beaucoup plus précis, dans un diagnostic de pathologie quel qu'il soit, une infection, une fracture, une dent incluse qui est cachée dans l'os. Et ça va également affiner nos thérapeutiques et nos choix de thérapeutiques. Par exemple, la décision de conserver ou d'extraire une dent suite à un traumatisme. Si le praticien suspecte une fracture, sur un cliché classique en 2 dimensions, on aura du mal à observer cette fracture. Alors que sur le CONBIM CT, le praticien aura l'information très précise sur l'ensemble des tissus en 3 dimensions. Les examens radiologiques constituent notre source principale d'exposition artificielle à la radioactivité. Il faut donc les limiter à une bonne pratique médicale. Mais quelles règles encadrent l'usage de ces examens si nécessaires à notre santé? Tout de suite, l'éclairage de Dominique Ledelmat, ingénieur de recherche à l'Université Paris-Descartes. Les examens radiologiques sont très réglementés. Le chirurgien dentiste a nécessité de suivre une formation à la radioprotection du patient. Lorsqu'il fait des clichés simples, rétro-alvéolaires, ces clichés étant très peu invasifs, alors il peut simplement se positionner à 2 mètres en arrière du générateur, ou bien lorsque le cabinet est de plus petite dimension, alors il sortira de la pièce pour réaliser son cliché. Voilà donc des règles très simples pour une pratique de la radiologie dentaire qui est très peu dosante finalement. Alors depuis 2008, l'Agence nationale de sécurité du médicament a mis en place des procédures de contrôle qualité. Les appareils de radio panoramique, par exemple, doivent faire l'objet d'un contrôle trimestriel. Donc les contrôles sont très fréquents pour assurer la pérennité de la qualité d'image sur ces appareils. Est-ce qu'il est nécessaire de faire le contrôle technique de l'appareil? Ces contrôles servent au chirurgien dentiste à assurer que son appareil donne la meilleure image possible pour la plus faible dose possible. C'est donc pour lui une possibilité de traçabilité de la qualité de son matériel. Et ça lui permettra, bien entendu, également de déclencher des contrôles s'il constatait que ce contrôle qualité était déviant par rapport à la qualité d'image qu'il souhaite. Avant de vous quitter, retrouvez après ce journal le nom des gagnants des places de cirque ainsi que ceux des entrées à Aigueblou. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous lundi 10 novembre pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer un excellent week-end.